Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Va-t-on connaître le champion et le dernier relégué à la fin du week-end ? On se penche sur la programmation alléchante de cette 37e et avant-dernière journée de championnat dans la preview. Pour en parler aujourd'hui, il s'appelle Valé, mais c'est le petit prince de Tempo. C'est notre Valentin Valé national, journaliste indépendant passé par Eurosport ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. J'aime bien ta petite intro, mais je suis avant tout un serviteur du foot, donc je reste en Valais, finalement. C'est joliment dit. Toujours le champ lexical, quoi. C'est beau. Avec nous également, j'avais prévu dans le même genre, mais bon, le décor m'en a empêché. Notre chauffeur Uber international qui nous fait le premier podcast depuis une voiture. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Ouais, c'est le problème quand on fait un podcast avec de la vidéo, c'est qu'on voit où on est. Et oui, en déplacement actuellement, petite pause sur la route là pour enregistrer Tempo. Le son te trahit parce que ça fait quand même son d'habitacle, hein, je vais pas te mentir, mais Ouais, alors il est ouais, propre. il y a un son de voiture. Ouais, voilà, mais Et c'est ça, il est trop propre par rapport à mon appart d'habitude, je pense. il y a pas de résonance, quoi. On sent que Ouais, c'est ça. On est n'entend proche. pas mes voisins, Moi, je pense enfin voilà quoi. Pour le prochain épisode, on descend tous dans nos voitures et on aura un son uniforme et meilleure qualité peut-être. Peut-être qu'on tient un nouveau concept, hein, monsieur. C'est le podcast dans la voiture. On a beaucoup de vidéos en voiture maintenant, mais le podcast en voiture, celui-ci, je sais pas, j'en ai jamais écouté. Je sais pas si vous, oui, mais. Attention, pas de podcast au volant. Hein. Enfin, Ah non, en évidemment. conduisant. En passager ou en arrêté. Même arrêté, c'est mieux parce qu'en passager, les coups de klaxon, on va pas les entendre non plus. Bon, messieurs, 37e et avant-dernière journée de Première Ligue. Déjà, toutes les équipes sont à égalité à 36 matchs joués parce que Manchester City a rattrapé son match en retard face à Crystal Palace en gagnant 3-0. Et donc, ça y est, on peut entamer les deux dernières journées de championnat avec toujours autant d'indécision, j'ai envie de dire, en haut et en bas du classement. On va commencer en bas avec Tottenham qui se déplace à Chelsea. Ce sera mardi à 21h15. C'est forcément un gros morceau. C'est peut-être la fiche la plus importante du week-end dans le sens où, pour Tottenham, il y a cette possibilité de maintien. Peut-être presque dès ce week-end, en fonction du résultat aussi de West Ham. Ils ont 2 points d'avance, les Spurs. Mais il y a aussi cette rivalité londonienne face à Chelsea. Il y a tous les ingrédients pour que ça ressemble au match de la saison, ou d'ailleurs au calvaire de la saison pour Tottenham, Valentin. C'est ça, c'est le match le plus important jusqu'à présent. Et en même temps, c'est un match qui est... Enfin, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai envie de dire, c'est symbolique en fait. Cette affiche, elle est symbolique. Et ça serait un symbole de voir les Spurs aller gagner à Stamford Bridge et de faire un grand pas vers le maintien à Stamford Bridge face donc à un rival, comme tu le disais. En plus, voilà, Chelsea, c'est quand même si ils sont sur la pente descendante, ils sont un petit peu malades dans cette fin de saison, ça reste un gros club de Première Ligue. J'ai envie de dire, Tottenham appartient à cette catégorie de grands clubs anglais. Normalement. Et pourtant, ils se battent actuellement pour le maintien. Donc, ça serait un petit peu le retour à la normalité, enfin pas à la normalité, mais en tout cas retour pas au premier plan non plus, mais l'affirmation que Tottenham n'est pas à sa place en Première Ligue, n'a pas sa place en Championship, et ça serait symbolique. Cette victoire face à Chelsea, ça serait symbolique. En plus, ils feraient un grand pas quand même vers le maintien. Ils ont 2 points d'avance actuellement face à West Ham. Donc voilà, s'ils engrangent encore 3 points, ils mettraient West Ham forcément sous pression et ils peuvent s'assurer le maintien dès la fin de cette journée. Hein. Donc on s'attend à une grande affiche entre Chelsea et Tottenham. Et c'est quand même piège aussi parce que de l'autre côté, vous avez Chelsea où on se dit c'est plutôt abordable parce que Chelsea était sur une série de 6 défaites de suite. Là, ils ont fait juste un match nul face à Liverpool. Donc sur le papier en plus, Tottenham a un gros coup à jouer, quoi. C'est pas le Chelsea du début de saison. Ouais, mais pour ça, il faudra se montrer sous son meilleur jour. Enfin, il faudra plutôt voir le Tottenham qui s'est présenté à Villa Park
plutôt que le Tottenham qu'on a vu au Tottenham Hotspur Stadium le week-end dernier, qui était quand même un peu plus, j'ai envie de dire, paniqué, sous pression, alors qu'à Villa Park, on les avait vus beaucoup plus détendus, beaucoup plus en patron finalement. Et il faudra quand même espérer voir ce Tottenham-là à Stamford Bridge, je pense, pour espérer en tout cas sereinement pouvoir jouer un coup. D'autant que, messieurs, Chelsea malade ou non, bon, Tottenham, on va pas voilà, on en vient d'en reparler, mais Chelsea malade ou non, Tottenham n'est pas allé gagner à Stamford Bridge depuis le 1er avril 2018. Ce n'est pas un poisson d'avril, donc ça fait plus de 8 ans que Tottenham n'est pas allé gagner à Chelsea. Donc il y a cette rivalité londonienne. D'ailleurs, je lisais même dans SoFoot encore de SoFoot du mois de mai que certains supporters des Blues préféraient voir Arsenal champion et Tottenham descendre que, peut-être Tottenham se maintenir. C'est vous dire à quel point il y a quand même une rivalité, même si elle n'est pas aussi forte que celle entre les Gunners et les Spurs. Mais elle existe. Et donc forcément, ça va compter. D'ailleurs, messieurs, ce match du 1er avril 2018, dernière victoire à Stamford Bridge de Tottenham, c'était une victoire 3-1 des Spurs. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous serez capable de me citer le buteur de Chelsea ou bien un des deux buteurs, parce qu'un des deux joueurs a marqué un doublé, un des deux buteurs de Tottenham dans cette victoire 3-1 du 1er avril 2018. C'est très classique. Faites-moi un premier guess chacun, après je vous mets peut-être sur la voie. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient en tête là du Chelsea 2018, du Tottenham 2018? Moussa Dembélé? Moussa Dembélé, c'est bien tenté, mais non, il était titulaire, mais n'a pas marqué. Un petit guess, Valentin, un petit... Ouais, toi qui aimes bien Paris, Lucas. Ah, Lucas Moura, non, Lucas Moura, non, il n'a pas marqué, je ne sais même pas si... je ne sais pas, il était sur le banc. Il était sur le banc, ouais. Ah non, il était sur le banc. Mais il n'est pas rentré en jeu. Non, j'ai envie de vous dire, c'est un gros destin brisé du foot anglais notamment, un énorme espoir du foot qui a marqué un doublé, qui est passé par Tottenham, qui a brillé à Tottenham et qui était là du côté de Com aux dernières nouvelles. Un destin brisé. Dele Alli, effectivement, doublé, 62e, 66e minute, les deux buts de la victoire finalement. Et les autres buteurs, alors à Chelsea, c'était Alvaro Morata. Et à Tottenham... Alors si je vous dis milieu danois à Tottenham, ça devrait pas prendre très longtemps Eriksen. Christian Eriksen, effectivement. J'hésitais avec Højbjerg, mais je pense qu'il n'y était pas encore. Non, je pense que ça doit être un peu plus tard, Pierre-Emile Højbjerg. Mais effectivement, Christian Eriksen, qui avait marqué le but de l'égalisation avant la mi-temps, avant que Dele Alli ne délivre les Spurs en deuxième période. Voilà, c'était un petit point sur la dernière victoire de Chelsea et Tottenham. Vous avez été bon, mine de rien. Bravo à vous. C'est là que c'est intéressant, Hugo, aussi, parce que justement, Val en parlait. C'est à la fois un match, peut-être le match le plus important de la saison pour Tottenham, mais tous les matchs qui arrivent sont les plus importants de la saison, on a envie de dire. C'est aussi intéressant parce que de l'autre côté, pour Chelsea, la course à l'Europe n'est pas terminée et il y a encore un moyen d'accrocher ce spot européen quand même. Ouais, si on ne veut pas passer par la finale de FA Cup qui aura lieu avant, qui sera ce samedi. Si ça ne passe pas par là, il faudra passer par le championnat. Et c'est victoire obligatoire pour Chelsea qui était pourtant bien placé encore de ça quelques journées, mais on l'a dit, série plutôt dramatique, qui se retrouve aujourd'hui dans la position du chasseur. S'ils gagnaient et que tous leurs adversaires devant eux perdaient, ils ne seraient toujours pas européens à l'issue de ce week-end. Cette journée, ce qui provient qu'elle est vraiment cruciale, cette victoire, s'ils veulent accrocher l'Europe par le championnat, par la Première Ligue. Et donc il faudra cette victoire, il faudra 6 points en fait. Pour Chelsea, il n'y a pas à réfléchir longtemps. Donc, et ce ne serait même pas sûr du coup qu'ils y soient. Donc franchement, c'est un match très important pour eux aussi. Et puis... aussi peut-être une petite question d'orgueil. Est-ce que Chelsea peut se permettre de terminer si loin dans le classement? Après, on disait pareil, je pense, de Man U et de Manchester United
et de Tottenham la saison dernière, et une nouvelle fois Tottenham cette saison. Mais il ne faudrait pas que ça devienne non plus une habitude pour Chelsea de passer complètement à côté et de petit à petit descendre au classement au fur et à mesure des saisons. Enfin, et sans crier gare, on peut vite se retrouver dans la position de Tottenham. Donc attention pour Chelsea aussi à ne pas emmener cette mauvaise dynamique sur la prochaine saison. Donc faire un 6 sur 6 sur cette fin de saison, ce serait forcément positif. Tu penses qu'une situation comme un Tottenham ou même un Man United jusqu'à la saison dernière, ça peut se passer aussi à Chelsea? Ça peut arriver? Ou- Oui, parce que Tottenham et Manchester United, c'est pas une question de manque de financement, enfin, c'est pas des manquements financiers, c'est simplement une mauvaise gestion. Je pense que ce soit dans le cadre sportif, que ce soit dans les encadrants. À Tottenham, on a beaucoup parlé des entraîneurs, mais aussi du staff médical, qui était beaucoup remis en cause sur ces 2, 3 dernières saisons. Mais je pense qu'à Man U, il y a eu aussi eu des mauvais castings d'entraîneurs. Attention à Chelsea à pas enchaîner les mauvais castings d'entraîneurs, les mauvaises décisions au mercato. Je pense que le board n'est pas irréprochable depuis sa prise de fonction en 2022, je pense, du côté de Bluco, après le départ de Roman Abramovich. Donc franchement, oui, attention à pas s'entraîner dans une spirale négative, parce qu'en plus, ils ne sont pas propriétaires uniquement de Chelsea, c'est-à-dire que Ouais. Bluco a des enjeux un peu partout, dans des sports différents, surtout aux États-Unis. Donc attention à pas un peu, entre guillemets, abandonner le navire Chelsea. Je pense pas que ce soit leur but actuellement. Mais si les mauvaises saisons s'enchaînent, on pourrait même, pourquoi pas, voir peut-être Bluco arrêter ses investissements dans le foot et Ah revendre ouais? le club. Donc, Tu penses que c'est je sais jouable? pas. Mais pour l'instant, ils le font pas avec grand succès. Ted Boehly a clairement raté son pari. Il a repris Chelsea enfin, il a repris un géant d'Angleterre. Roman Abramovich a fait de Chelsea un géant d'Angleterre. Pour l'instant, il est arrivé à. Ok, certes, il y a eu une Conference League. C'est pas mal, mais c'est pas du standing de Chelsea. Il y a eu cette qualif en Ligue des Champions cette saison qui était quand même très bonne. Cette dernière saison, ils avaient enchaîné une bonne dynamique, mais là, il y a une mauvaise gestion. Et je pense que Ted Boehly est plus motivé par l'argent et la rentabilité que par la passion du foot, malheureusement. Ouais. Et avec Strasbourg, il y a aussi un rendez-vous manqué cette saison. Donc, je pense que ça n'arrivera pas l'année prochaine. Mais comme je dis, attention à ne pas enchaîner les mauvaises saisons. On le voit, ça peut vite dégringoler, comme pour Tottenham qui se retrouve dos au mur à 2 journées de la fin de cette saison de Première Ligue. Ouais, effectivement. Alors, petite subtilité par rapport à ces places européennes aussi, on en parlait parce que euh, en cas de victoire et de défaite de Brentford, en l'occurrence, pardon, Chelsea serait assuré d'avoir un. Enfin, serait en tout cas pas assuré, mais serait provisoirement européen. Parce que, comme vous Ouais. le savez, messieurs, il y a cette finale de FA Cup qui arrive. Si Manchester City gagne, ça débloque un 8e spot européen au classement. Les 8 premiers vont en Coupe d'Europe. Et si Chelsea gagne, ben, le ticket est déjà validé. Et c'est justement vers ça aussi que j'ai envie de me tourner, Val. Si Chelsea, entre guillemets, si Chelsea gagne ce match, parce qu'il y a cette finale de FA Cup, est-ce que c'est pas le match le plus important finalement? Parce que vous pouvez vous éviter tous les calculs de la fin de saison et vous dire, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on gagne ce match face à Manchester City et on est qualifié pour l'Europe, même pour l'Europa League, ce qui semble à peu près impossible là avec le classement. Donc au final, le boulot, c'est surtout ce samedi, là, demain. Finalement, oui, tu as raison. Les Blues, ils peuvent sauver leur saison demain sur cette finale de FA Cup face à City. C'est pour eux, bah, enfin, t'as résumé, hein, pour eux, c'est le moyen le plus simple d'aller en Coupe d'Europe, c'est de gagner ce match. Ils ont un match à gagner, en plus ils vont en Europa League. Parce que voilà, Chelsea en Conference League, par le biais de la Première Ligue, en étant huitième, bon, c'est beau, mais c'est pas ce qu'on attend de Chelsea. Alors ça serait un moindre mal vu leur fin de saison, mais honnêtement, on pourrait pas s'en satisfaire, loin de là. Même l'Europa League, hein, vous allez me dire, mais un trophée l'Europa League, c'est quand même mieux et plus valorisant qu'une simple place en Conference League. Et c'est ce qui me pousse à penser aussi, je sais pas, c'est plus une question, mais je vois quand même des Blues de Chelsea qui seraient quand même bien inspirés d'être ultra motivés face à City, bien plus peut-être que les Citizens, parce que eux, forcément, ils jouent sur plusieurs tableaux, ils jouent sur le tableau de la Première Ligue, ils sont toujours dans la course, ils ont des matchs pièges, on va y revenir à jouer plus tard. Et forcément, on se dit, bah, les Blues, voilà, en première ligue, est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu lâché l'affaire avec une série catastrophique?
Est-ce qu'ils vont pas arriver sur le terrain sur cette finale comme des morts de faim, avec une motivation, une envie débordante pour aller sauver leur saison? Ce qui en ferait peut-être finalement les favoris de cette finale, alors que sur le papier, quand vous avez ces Ouais. deux équipes-là actuellement, Il c'est n'y a loin pas d'être le photo. cas. Ouais. Donc voilà, enfin, c'est une réflexion, mais je pense qu'en tout cas, la finale sera quand même très ouverte, Et ce sera donc affiche pardon, en première ligue. oui, ce sera ce samedi, pardon, à 16h. On t'a coupé, enfin, on a eu une petite coupure de ton son, donc je me suis permis de renchaîner mon Val. Ce sera ce samedi à 16h. Et est-ce que justement, Valentin, est-ce que si. On va dire, est-ce que si Chelsea gagne demain cette finale de Cup, il peut y avoir soit un relâchement, parce que tu te dis, bon, on a sauvé les meubles, ça y est, bon, on est tranquille, la saison était calvaire, au moins c'est bon. Mais il peut y avoir aussi cette envie d'être d'être galvanisé un peu, tu vois, cette sensation d'être galvanisé par le sacre pour la fin de saison. Et puis quand il y a cette affiche contre Tottenham, 100% londonienne, en plus prestigieuse. Alors, est-ce que Chelsea serait plutôt galvanisé? Est-ce qu'il serait plutôt relâché? Est-ce qu'ils auraient envie de jouer la fin de saison s'ils venaient à gagner ce sacre en FA Cup selon toi? Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que c'est compliqué de Je te prends au répondre quand on dépourvu n'est pas comme dans le ça. vestiaire. Non, mais oui, on n'est pas à la place de la tête des joueurs. Je pense qu'ils ont quand même vécu une saison ultra compliquée avec plusieurs changements d'entraîneur, avec voilà, l'épisode Liam Rosenior qui était quand même très difficile, je pense, à vivre pour eux. S'ils venaient à remporter un trophée, est-ce qu'ils seraient pas tentés, et à juste titre, ils auraient peut-être raison d'ailleurs, de juste fêter un titre et penser à autre chose. Et forcément, arriver face à Tottenham, peut-être détendu, mais moins concerné. Bah, je pense, je sais pas. En tout cas, moi, dans mon raisonnement, si on me demande, je me mets à la place des joueurs de Chelsea, je pense que si je gagne la FA Cup, quand même, ça serait un des seuls moments où on pourrait se réjouir quand même dans cette année pour eux. Donc, une bonne occasion de fêter le titre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Je suis honnête. Après, Avec je sais pas. modération. Peut-être que Et comme avec tu dis, Real modération, Madrid bien peut-être. sûr. Il n'y a pas de Jack Grealish déjà dans l'effectif, donc déjà il y aura un petit peu de bière en moins. Ouais, mais il peut Mais traîner dans le coin. Il peut traîner dans le coin. oui, Ah, c'est vous vrai. l'invitez, il vient à mon avis. Hein. Mais est-ce que justement, Non, en mais fait, peut-être que le fait justement, de je jouer parle. relâché, ça peut aussi. Parce qu'il y a du talent dans cette équipe, donc est-ce que peut-être que le fait de jouer relâché, ça peut pas jouer en leur faveur? Ouais, On mais je verra. Bah, parlais des dynamiques pour les prochaines saisons. Je sais que l'année dernière, Tottenham, bon, certes, il gagne l'Europa League à la fin, mais la fin de saison en première ligue, il la jette complètement. Il passe derrière Wolverhampton, qui est pourtant vraiment déjà pas très bon. Enfin, ça annonçait déjà rien de très bon du côté des Wolves, heureusement qu'il y avait Cunha. Et ils arrivent à passer derrière sur la fin de saison. Ils font une fin de saison catastrophique. Bon, ils vont chercher cette l'Europa League, mais entre guillemets, c'était l'excuse, oui, mais on est concentré sur l'Europa League. Mais on a vu que du coup, ça a pas bien enchaîné sur cette saison. Enfin voilà, c'est pour ça, est-ce que finalement aller arracher un top 8, ce serait pas entre guillemets, même si ça ne sert à rien, s'ils ont gagné la FA Cup, est-ce qu'entre guillemets ce serait pas une bonne base de construction pour l'avenir? Après, c'est compliqué à dire parce qu'on se doute que enfin voilà, ce sera pas que le McFarlane l'entraîneur l'année prochaine. Ça, c'est pas un grand A secret. priori, ouais. C'est ça. Peut-être que du côté de Tottenham, Ange Postecoglou, lui, l'année dernière, pensait encore être entraîneur. Enfin, je pense sincèrement qu'il pensait encore être entraîneur cette saison. Donc lui, entre guillemets, voilà, on peut peut-être lui reprocher de ne pas avoir entretenu cette dynamique. J'ai envie de dire que le McFarlane, dans un mois, il retourne avec les jeunes de Chelsea et c'est plus son problème. Donc c'est aussi, je sais pas comment les joueurs vont prendre ça, comment le vestiaire va vivre ce moment. C'est vrai que En tout comme cas, disait c'est assez Valentin, c'est assez imprévisible, dur quoi. assez dur à prédire. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est pour Tottenham, c'est pas un cadeau quand même parce que on sait pas dans quel état ils seront et bon, faut qu'ils se concentrent sur leur match à eux, hein, et pas sur Chelsea. Mais on sait pas quel Chelsea sera sur la pelouse. Ouais, et juste parce que tu évoquais le fait que Callum McFarlane ne sera plus entraîneur la saison prochaine, les rumeurs sont celles que, enfin relayées même par la BBC, que Marco Silva, Andoni Iraola, actuel coach de Bournemouth, dont on va reparler dans quelques instants, et Xabi Alonso font partie des noms pour venir prendre le poste d'entraîneur à la rentrée prochaine du côté des Blues. Bon, dès qu'on en sait plus, évidemment, on en reparle sur Tempo. Donc ce n'est pas un petit morceau pour Tottenham, peu importe la situation, que d'aller à Chelsea, loin de là. D'autant quand vous n'avez pas gagné depuis plus de 8 ans à Stamford Bridge. Et d'autant plus que West Ham se déplace à Newcastle. Alors,
Se déplacer à Newcastle un dimanche à 18h30 n'est pas non plus une mince affaire a priori, parce qu'on sait toute la qualité de Newcastle à domicile à St James Park, mais la bonne perf des Spurs est d'autant plus importante que, au vu du contexte, au vu du fait que Newcastle n'ait plus rien à jouer, que West Ham ait le couteau entre les dents et failli accrocher Arsenal la semaine dernière, on se dit peut-être que... Enfin, on se dit que la victoire est probable de West Ham quand même, ou en tout cas une bonne opération est probable du côté de St James Park, Hugo. Ouais, ça semble jouable. Ça fait quelques semaines que West Ham n'y est plus trop, que Newcastle n'y est plus trop. On avait annoncé au moment de nos pronos, je sais que toi tu les voyais remonter, Antoine, jusqu'à l'Europe, mais on avait déjà annoncé que c'était un peu les matchs de la dernière chance. Tu, Match de la dernière chance que quasiment tous étaient perdus, je pense. Donc bon, tu penses pas oui, qu'il y a une j'étais un petite... petit Il y peu a sous une le petite bus. non, mais il y a une petite possibilité encore. Il y a une possibilité d'accrocher la 8ème place Ah, sur un ouais, scénario dantesque. rien n'est impossible. Ouais, franchement, cette année, en Europe, on est quand même gâtés quand on voit la course à l'Europe en première ligue, et quand on voit qu'en Espagne, le premier européen peut encore techniquement être relégué, quand on voit qu'en Allemagne, les trois derniers sont en Bundesliga 1 sont encore à égalité. Franchement, on a des fins de saison alléchantes partout. Mais Newcastle, ce serait quand même la grosse surprise. Ouais, c'est vrai, Parce c'est... que voilà, on va le dire, c'est malheureusement foutu pour eux. Ils continuent un peu ce schéma de saison en dents de scie, une saison très bonne, une saison très mauvaise. Donc c'est plutôt dommage. Et du coup, ouais, pour West Ham, ça semble assez favorable. À leur attention, c'est jamais gagné d'aller gagner justement à Newcastle, Ouais, à loin St de James là. Park. C'est jamais un cadeau. Mais franchement, on sent que ils en ont les moyens parce que oui, West Ham reste sur 2 défaites, mais c'est face à 2 euros, enfin face actuellement le leader et face à une équipe qui est européenne, elle encore pour l'instant, et j'ai envie de dire à juste titre, c'est clairement pas galvauder la place de Brentford en Europe. Donc franchement, ils restent méritants les Hammers, on l'a vu face à Arsenal, ils se sont battus jusqu'au bout. Et peut-être qu'ils auront la grinta que Newcastle n'aura pas forcément dans ce match pour aller chercher une victoire ce dimanche. Et je pense que en tout cas, c'est ce qu'il faut du côté de West Ham. On va pas réinventer l'équipe tactiquement. Là, c'est purement de la grinta et de l'envie qu'il va falloir pour aller arracher ce maintien. Ouais, il y a eu parfois ce sentiment d'injustice qui a parcouru les travées du London Stadium tout au long de la saison et encore la semaine dernière avec souvenez-vous, cette polémique, alors, même qui n'était pas, on en a débattu et qui a priori n'avait pas trop sa place parce qu'il y avait faute sur rien, mais cette polémique à nouveau autour du VAR la semaine dernière qui concernait à nouveau West Ham, euh, est-ce que ça peut pénaliser les Hammers à nouveau? Est-ce que ça peut les frustrer encore plus et les faire ressasser? Ou est-ce qu'au contraire, à peu près de la même manière, ça peut les galvaniser eux aussi en se disant ah, voilà, nous on va se battre contre ce qu'on estime être une injustice. Bon, voilà, après l'interprétation on la laisse, mais qu'on estime être une injustice et nous on va se battre contre les éléments pour aller chercher notre maintien, Valentin. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un tournant, cet épisode donc face à Arsenal. Ils auraient pu arracher le nul et honnêtement, bah, avec un point en plus, ils auraient encore un peu plus mis la pression sur Tottenham. Donc ça va être important la gestion, comme tu l'as dit, la gestion émotionnelle qu'ils vont en faire, comment ils vont transformer ce moment-là. Parce que voilà, même si, comme tu l'as dit, sur Tempo, on était plutôt d'accord. Et si vous voulez écouter nos avis, je vous invite à aller réécouter notre épisode précédent. Mais en tout cas, ça a été vécu en Angleterre quand même comme pas un traumatisme, mais ça a pris une ampleur quand même folle. Enfin voilà, tous les consultants parlaient que c'était le moment le plus important de toute l'histoire de la VAR. Enfin, Oh, voilà, on est allé très très loin. Et on aime c'était bien en faire Gary des Neville, je caisses, crois, hein. sur Sky Sports. Mais oui. Mais tout le monde était unanime pour dire que c'était un moment crucial dans la saison. Et forcément, faut se dire du côté de West Ham, en tout cas, faut qu'ils se persuadent que leur moment n'est pas passé. C'était pas là-dessus qu'ils ont probablement perdu le maintien, même si bon, ça fait toujours mal à 3 journées de la fin de perdre un point comme ça. Euh, mais je pense qu'il faut qu'ils transforment ce moment-là en quelque chose de. Ils peuvent appuyer sur le levier, comme tu l'as dit,
d'injustice et ça marche, hein, honnêtement, voilà, seul contre tous, tout le monde veut nous voir relégués, toute la première ligue mais c'est pas grave, on va leur prouver que non, on a notre place. Enfin voilà, c'est un discours en tout cas que le staff peut avoir et que le club peut avoir et que l'équipe peut souder autour de ce moment-là. Par contre, il va pas falloir non plus trop se focaliser là-dessus, en oublier l'essentiel, en oubliant le fond de jeu. Et puis, faut pas se morfondre en fait dans ce. Ouais, faut pas en sortir comme une victime. Faut sortir de cet épisode-là comme une motivation. Voilà, Ouais. faut une motivation supplémentaire. C'est pas facile à faire, mais en tout cas, peut-être que au final, s'ils enchaînent 2 victoires sur les 2 prochains matchs, on se dira, bah, ce but refusé, finalement, peut-être, est le déclic du maintien pour eux. Et ça serait assez paradoxal, mais c'est possible. En tout cas, au vu de... Bah, Ouais, oui, Hugo. ouais, bah on parle du sentiment de justice. Je pense que peut-être pas pour les joueurs et le staff, mais pour certains fans, on sait que West Ham est encore à ce jour l'équipe de Première Ligue qui a été reléguée avec le plus de points, c'est-à-dire 42 points sur la saison, je crois que c'était 2002-2003, qui, qui restait, voilà, aujourd'hui, avec 42 points, aujourd'hui, vous serez déjà presque sauvé. Forest en a 43. Donc c'est assez fou. Et là, ça pourrait même leur réarriver parce qu'entre guillemets, ils sont toujours à cette barrière symbolique du 1 point par match. Ils sont à 36 points en 36 journées. Donc c'est vrai que sportivement, on peut se dire que West Ham pourrait mériter son maintien. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde et que cette première ligue, cette saison a quand même atteint un niveau assez exceptionnel, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, notamment des promus d'une telle qualité. Et les Wolves ont été très mauvais en début de saison, en font clairement les frais. Burnley, l'un des promus aussi, mais pour l'instant, c'est West Ham qui en fait les frais aussi. Ce sera peut-être Tottenham. Et je pense que ça ajoute parce qu'en fait, sportivement, elle ne serait pas forcément méritée, cette relégation. Comme je le dis, les Wolverhampton avaient fait un mercato quasiment inexistant. Enfin, on voyait que le projet était un peu bancal dès le début de saison. West Ham, c'est pas forcément mérité, mais la réalité, c'est que le début de saison de West Ham, il est complètement raté. Voilà, il y a eu aussi des choix d'entraîneurs peut-être qui ont pas été les bons. Mais c'est sur cette période-là qu'ils doivent se mordre les doigts, les Hammers. C'est cette période-là qui les a poussés dans cette zone rouge et qui aujourd'hui les pousse à devoir s'en sortir au bout du bout et qui va peut-être malheureusement les envoyer en Championship. Mais je pense que oui, c'est peut-être, ça fait longtemps en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu une équipe de première ligue qui va descendre, mais on se dit que c'est pas forcément mérité. Et en plus, un autre critère qui illustre ça, souvenez-vous en début de saison, quand Leeds prenait environ 1 point par match, c'était sur sa moyenne d'1 point par match, on se disait, bon, de toute façon, au vu des dernières saisons, et bon, voilà, on se disait, 1 point par match, si vous prenez 38 points en 38 journées, a priori, ça le fera. Ça Tout suffit. juste, mais ça le fera. Bah, West Ham est à 36 points en 36 journées. Et sera peut-être même Et à plus, et relégable. quand même, et le relégué, en tout cas que ce soit West Ham ou Tottenham, sera peut-être à plus, Ah parce qu'il bah reste 6 oui. points en jeu. Ouais, ouais, Donc ouais. il y a, mais même si, admettons que Tottenham et West Ham, les deux équipes fassent le 6 sur 6, c'est-à-dire que West Ham serait relégué une nouvelle fois à 42 points, qui est, on rappelle, le record sur une saison à 38 matchs. Donc on Ce sera à serait nouveau vraiment pas dur. loin d'une saison, on sera pas loin d'une saison historique. Et comme je le disais, sportivement, ce serait pas mérité. Mais la réalité, c'est que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ouais, et d'autant que dans cette équipe de West Ham, il y a quand même des. On l'a répété à plusieurs reprises cette saison, mais il y a quand même un effectif de qualité. Enfin, il y a des joueurs de qualité dans cet effectif. Il y a peut-être attention de ne pas avoir la tête ailleurs, parce que la fin de saison approche, les négociations commencent à arriver chez les clubs, tout ça, même s'il y a la lutte pour le maintien, ben, il y a déjà aussi peut-être la tête ailleurs pour certains des plus talentueux, certains qui ont déjà peut-être des portes de sortie. Euh, on peut se pencher peut-être rapidement, Hugo, sur le early mercato avec quelques rumeurs, parce qu'on en a déjà du côté de West Ham, des joueurs qui pourraient partir dans d'autres clubs la saison prochaine, et qui, dans tous les cas, de toute façon, que West Ham se maintienne ou non. Oui, c'est ça. Alors, j'avais rapidement évoqué Wolverhampton qui avait été un peu sauvé par Cunha. C'est un peu pareil. Wolverhampton s'était sauvé in extremis et avait pas vraiment fait attention à son mercato. Là, attention à West Ham à pas faire cette erreur, à pas se sauver au bout du bout et vivre une saison 26-27 cauchemardesque. Dans les joueurs annoncés sur le départ, il y a forcément j'ai envie de dire, les grosses stars de l'équipe. C'est-à-dire, on va avoir Matheus Fernandez, qui est quand même qui se révèle, en tout cas, cette saison vraiment, surtout sur cette fin de saison. Il est vraiment bon, il est déjà courtisé par
une grosse partie de l'Europe, surtout en Première Ligue. Voilà, on a entendu parler de Manchester United, Arsenal aussi Le PSG qui également. aurait présenté de l'intérêt, le PSG, mais voilà. Donc c'est quand même assez intéressant comme club et ça montre aussi le talent de Matheus Fernandes parce que quand vous avez Arsenal, Manchester United et le PSG à vos trousses, c'est forcément que vous sortez d'une bonne saison et surtout que visiblement c'est pas le fait d'une seule saison, c'est que vous avez vraiment du talent et que ça peut durer. Jarrod Bowen aussi quand même de plus en plus annoncé sur le départ. Alors c'est un peu comment je vais dire c'est un peu Declan Rice 2.0, c'est-à-dire que c'est quand même l'enfant du club. C'est-à-dire que je pense que West Ham se maintienne ou non, je pense pour lui partir ça lui fera quand même du mal. Mais je pense que la réalité c'est que Jarrod Bowen, même si West Ham se maintient, son plafond de verre il est plus haut. Il est dans une équipe qui joue régulièrement l'Europe. Il avait été un des architectes de cette victoire en Conference League avec à l'époque Declan Rice en capitaine. On parle d'Everton récemment. C'est vrai on parlait de cette équipe qui aujourd'hui est aux portes de l'Europe et qui aurait peut-être besoin d'une étincelle en plus pour vraiment aller arracher ce top 7, ce top 8. Si Grealish Peut-être ne que venait Jarrod pas à Bowen peut être rester aussi. Ouais. c'est ça, si en plus Grealish ne n'est pas resté, peut-être que Jarrod Bowen est cet homme qui a montré, comme je disais, déjà sa qualité en Coupe d'Europe, en Conference League avec West Ham et surtout en Première Ligue. Donc il pourrait être l'homme et je pense que ce serait un peu l'âme de West Ham qui partirait, enfin du West Ham actuel avec Jarrod Bowen. Donc ça, il faudrait trouver du rebond, il faudrait trouver le rebond en cas de départ. Je pense que du côté des autres joueurs qu'on pourrait voir partir, on parle de Christian Somerville qui est quand même aussi important, qui lui avait vécu un début de saison aussi compliqué, enfin c'était compliqué pour toute l'équipe, mais pour lui aussi, qui là renaît un peu sur cette fin de saison. On parle de l'Olympique de Marseille pour lui, donc qui serait sur les tablettes de Somerville. Donc fatalement, c'est des joueurs importants. Quand on regarde, c'est quand même trois titulaires de cette fin de saison pour eux. Donc voilà, après, il va peut-être aussi falloir un peu dégraisser. Je vois que voilà, Fulkrug, qui est actuellement au prix à l'AC Milan, pourrait être vendu au Werder Brême. Ça, ce serait des choses qui feraient du bien. C'est un peu des joueurs, entre guillemets, qui sont plus des boulets actuellement pour West Ham qu'autre chose, qui n'ont pas marché, qui sont actuellement en prêt. Et je pense que aussi signer Disasi pourrait signer, enfin Pleinement. Ouais. voilà, qui est actuellement près de Chelsea, pourrait signer complètement si West Ham venait à se maintenir. Ça pourrait être intéressant. Mais oui, il va falloir essayer. Enfin voilà, si on n'arrive pas à garder les titulaires, il va falloir vite être actif sur le marché des transferts pour en trouver des nouveaux. Parce qu'on parle aussi, je parle de la défense, on parle aussi potentiellement d'un départ de Kostas Mavropanos qui pourrait retourner en Allemagne, hein, qui était passé par Stuttgart, qui pourrait lui partir du côté de Dortmund. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des grosses pertes du côté de West Ham et il va falloir s'activer rapidement pour trouver des solutions, que ce soit des joueurs plus jeunes, mais aussi peut-être quelques expérimentés. Je parle de Jarrod Bowen qui a quand même maintenant un sacré bagage avec lui. Alors effectivement, la renommée de Wolverhampton et de West Ham ne sont pas les mêmes, mais l'exemple est très parlant effectivement de la difficulté, tout le côté périlleux de devoir gérer ces deux dossiers, à la fois se sauver Ouais. sur le terrain et à la fois aussi ne pas crouler la saison d'après parce que tous vos bons joueurs vont aller chercher ailleurs et puis derrière, bon courage pour se maintenir. Ouais, j'ai évoqué Wolverhampton, mais elles sont nombreuses, hein, et dans beaucoup de championnats, les exemples d'équipes qui Oh oui. se sont maintenues et ont vécu des saisons catastrophiques derrière. On suivra ça également de très près avec les rumeurs et surtout les transferts officiels qui arriveront cet été. Mais avant de parler transfert, avant de parler tout ça, continuons sur cette fin de saison. Et on a parlé du maintien. Hein. Parlons de la course au titre maintenant quand même, messieurs. Parce que Manchester City se déplace à Bournemouth mardi à 20h30. Après la finale de FA Cup samedi, c'est pour ça qu'ils jouent aussi tard. Les Citizens, c'est un match déjà très alléchant. Je vous le dis, j'ai envie de voir ce match de foot. Mais c'est typiquement le match, Valentin, pour tout perdre, même la semaine pour tout perdre avec cette finale de FA Cup. Alors, tout peut s'écrouler et en même temps, a priori, il n'y a pour l'instant pas de raison d'être aussi dramatique. Enfin, voilà. Mais c'est un match plus que piège face à une équipe qui ne perd pas de Bournemouth. C'est un match piège, ça peut être le tournant de la saison. Alors après, voilà, les tournants de la saison, on en abuse peut-être des À fois 2 un peu journées parce de la qu'il fin. est peut-être à Everton aussi, ce fameux match nul au début du mois de mai. Voilà, on peut en trouver plein à plein d'endroits et ça sera toujours le tournant de la saison. Au final, c'est les derniers matchs qui comptent, mais c'est sûr que ce match-là, c'est loin d'être un cadeau en tout cas. Et quand on avait, voilà,
un petit peu avancer sur le calendrier, que ce soit d'Arsenal ou de Manchester City sur la fin de saison. On fait nos petits calculs de combien de points ils pourraient prendre, est-ce qu'ils peuvent faire un 100% de victoire. Ce match-là contre Bournemouth, honnêtement, c'était un match piège sur le papier, et ça l'est d'autant plus que Bournemouth est sur une série quand même exceptionnelle de 15 matchs sans défaite cette saison. Donc, enfin là, sur les derniers matchs, donc ils sont C'est dans une énorme, forme c'est énorme. étincelante. Ouais. C'est énorme et ils ont des joueurs qui sont en plein rendement. Alors, bon, Junior Kroupi ne participera pas à la Coupe du Monde, hein, on vient de l'apprendre hier soir par la liste de Didier Deschamps. Mais voilà, il y a Ryan aussi qui, lui, est bien parti, pourquoi pas avec le Brésil, pour faire partie de la Coupe du Monde et de la sélection. En tout cas, Bournemouth a les armes pour essayer d'embêter City. Et C'est City, comme tu l'as dit, peut tout perdre très vite. c'est même 16 matchs, pardon, 16 matchs sans défaite hein, en première ligue pour 16 Bournemouth, matchs. donc c'est. Bah, je veux dire, J'ai pas réactualisé ma stat, mais voilà. non, mais que Non, ce mais soit 15 ou 16, enfin, alors si, évidemment, le chiffre est important pour les stats après, mais ça montre la Bah, solidité pour mettre en, énorme en deuxième partie de saison. pour mettre en perspective, dans 2 journées, quand on aura terminé la saison, il y aura 38 matchs qui auront été joués en première ligue. Donc vous avez fait un run de 16 matchs invaincus sur 38, c'est quand même. C'est forcément impressionnant et c'est aussi le plus long run Et c'est pas actuellement en terminé. Europe, hein. C'est ça, c'est aussi le plus long run actuellement en Europe, en tout cas dans le Big Five. On parle pas des autres championnats, mais comme tu dis, c'est pas terminé. Et j'ai envie de dire, s'il y a une équipe qui est capable d'aller bouger Man City dans cette fin de saison, qui n'est pas Arsenal, Liverpool ou Villa, c'est peut-être Bournemouth. C'est peut-être eux, enfin, ou Manchester United, j'ai oublié, dans ce top 5. C'est peut-être eux, la seule équipe hors top 5 qui a vraiment, en tout cas, j'ai envie de dire, à la régulière, peut aller embêter Manchester City. On a vu Everton capable de le faire, de profiter d'un gros trou d'air de Manchester City dans le match. J'ai envie de dire, Bournemouth peut presque le faire à la régulière. Les retrouvailles d'Antoine Semenyo en plus avec Ouais. son ancien club de Bournemouth, ce sera le premier match de Semenyo depuis son départ des Cherries face à son ancien club. Ça promet quand même du lourd. Je sens que mon Valentin ne tient plus en place là. Il a envie d'être un mardi soir pour voir cette rencontre. Je pense on va avoir du foot. On va avoir des buts quand même. J'espère. En tout cas, j'espère que la tension ne prendra pas le dessus. Mais tu nous je pronostiques pense combien pas. de buts, Val? Et moi, je dis 7 buts. Waouh, 7 buts! Ouais. Attends, 4 buts à 3 pour City. alors, alors je nous le souhaite parce qu'on aime le foot anglais. On aime voir du show, du spectacle. Mais J'ai j'ai peut-être peur du 1-0 au bout du bout, mais. Ouais, mais ça fait faut que voir s'il les y a match, 7 mais buts. avec beaucoup de tension, qui serait quand même un beau match, qui serait un match avec beaucoup de tension, mais j'ai peur du match avec peu de buts ou qui bascule d'un côté ou de l'autre, mais dans les 10 dernières minutes, j'ai envie de dire. S'il y a 7 buts, Valentin, tu passes de petit prince de tempo à grand roi de tempo, hein, sache-le. Grand Je sais. oracle, c'est le Grand oracle, prédicteur. ah ouais. Et, On saura et je regarder. vais passer à 0 finalement parce qu'il y aura 0 but. Donc, Ah non, mais non, tu ne bougeras Un match pas. nul. La double bulle. Tu sais ce que j'aime, sincèrement, c'est pas improbable qu'il y ait beaucoup de buts. Et Non, non. voilà, pas t'as pas peur de improbable. nous donner ton prono de fou. Et franchement, si ça arrive, c'est magnifique, quoi. Bon. Mais mettez pas ah votre bah maison oui, quand oui, même pour le sur les foot, 7 buts. c'est magnifique. Non, Je le non, conseille pas. non, faut pas parier. Hein. Non, Voilà. non, non, ne pariez pas. Bon, Hugo, au vu du dernier match remporté par City et 3-0, c'était le match en retard qui avait été joué donc cette semaine, 3-0 contre Crystal Palace pour les Citizens. Euh, Moi, j'avais une question, en préparant cette émission, j'ai compris que j'allais être un peu seul dans mon délire, mais est-ce qu'il faut remettre Phil Foden dans la compo pour ces dernières rencontres titulaires, hein, évidemment? Ouais, non, c'est vrai qu'il a été élu homme du match sur ce match face à Crystal Palace, Ça fait- où la composition C'était très était bon. quand même grandement remaniée. Oui, il était très bon, où la composition était quand même grandement remaniée par Manchester City. Je pense que Pep Guardiola savait que lors de 1, il devait reposer ses hommes. On avait parlé de cet enchaînement. Là, du coup, c'était Palace, la finale de Cup samedi, Bournemouth mardi, et puis la dernière journée se jouera samedi ou dimanche. Mais en tout cas, c'est quand même un gros enchaînement de matchs pour terminer cette saison. La dernière journée de Manchester City sera dimanche contre Aston Villa, effectivement. Mais tout le monde joue en même temps. Non, je ne sais plus. La dernière journée. Enfin bref. Tu me poses une colle, tiens. Non, j'en sais rien. Il me semblait que tout le monde jouait en même temps, C'est mais peut-être que c'est moi qui me possible. trompe. Eh bah, vas-y, je check en même temps.
Ouais, voilà. Mais bon, en gros, voilà, ils ont un gros enchaînement et du coup, Pep Guardiola a profité de faire tourner. Face à Crystal Palace, en sachant très bien que Crystal Palace ne joue plus grand-chose, enfin, si ce n'est sa finale de Coupe d'Europe, mais il va en Conference League. Mais en Première Ligue, Crystal Palace ne joue plus rien et j'ai envie de dire, l'a un peu montré sur ces dernières semaines qu'ils étaient plutôt en préparation de finale qu'en défense de quoi que ce soit en Première Ligue. On a vu un excellent Phil Foden, on a vu un Omar Marmouche, titulaire, qui a aussi marqué. On a revu un but d'Antoine Semenyo, tu en as parlé, hein, qui fait son retour au Vitality Stadium ce week-end, qui est quand même, qui avait été très bon, hein, dès son arrivée à City, mais qui là est un peu en, je veux dire, en petite panne d'inspiration là sur les dernières journées. Mais tu me fais une Euh, réponse de politique là sur Phil Foden. Moi, je voulais savoir sur oui, Phil oui, Foden. non, non, mais Parce que là, voilà. tu m'as Non, mais contourné tout Une noix de ça. boisson là. je mettais un petit peu de contexte quand même pour parler Oui, voilà, oui, mais des là, j'ai conditions dans lesquelles senti Phil que. Foden a été élu homme du match. Pour moi, non, le titulaire reste Ryan Cherki. Ouais, voilà, au moins c'est clair Comme, maintenant. comme je l'ai Voilà. dit, pour moi, face à Crystal Palace, c'était les remplaçants et qui ont bien fait leur travail, attention, on va pas dire le contraire. Mais pour moi, le titulaire indiscutable à ce poste de numéro 10, ça reste Ryan Cherki, qui pourrait être suppléé par Phil Foden en fin de match, qui, si Phil Foden est en forme, peut être un exceptionnel joker, j'ai envie de dire. Mais un match n'a pas, je veux dire, enfin pour moi ce match n'apporte pas assez de garantie pour dire que Phil Foden redevient le titulaire, redevient le Phil Foden qui gagne la Ligue des Champions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, bon, on peut tirer des conclusions, mais quand même à moindre mesure de ce match de Crystal Palace. Mais, quand. Moi, je sais pas, au vu de la dynamique. En fonction aussi de ce qui va se passer forcément face à Chelsea en finale de Cup, mais au vu de la dynamique. Et. Bon, je vais pas dire que Cherki a largement baissé le pied, mais. Si vous le faites rentrer. Non, il a pas baissé le pied, loin de là. Il est toujours aussi, enfin, il a toujours autant d'impact sur le jeu. Mais j'ai envie de vous dire justement, face à une équipe comme Bournemouth, où de toute façon il va falloir de l'impact de la première à la 90e minute, voire à la 100e en fonction du temps additionnel. Est-ce que rentrer Cherki à la 55e à l'heure de jeu, mais tu mets le feu et là tu peux en mettre un ou deux de, enfin, je veux dire d'un coup. Plutôt que. Enfin, je sais pas. Et mettre Foden au début pour Bref. voir. Après, J'en sais rien. Bah, je vois plutôt ce que j'ai pas l'inverse pris en compte aussi. aussi, c'est moi ce que j'ai pas pris en compte aussi, cette finale de FA Cup. Admettons que ça aille en prolongation, si Ryan Cherki se retrouve à jouer plus de 100 minutes, la question se posera peut-être un peu plus. Ouais. Admettons que Manchester City plie le match en 60 minutes et que globalement, à la fin, on peut faire rentrer les remplaçants, je pense que ça changera la donne. Je pense que la dynamique de cette finale nous en dira beaucoup sur ce que va faire Pep Guardiola face à Bournemouth, même s'il sait que, quoi qu'il arrive, ce match sera capital. Donc je pense que il va un peu forcer ses titulaires à quand même enchaîner les deux matchs. Mais comme je dis, si c'est un match qui va chercher au bout du bout, au bout des 120 minutes, ça peut laisser des traces. Ouais. L'avis inverse, du coup, Val, sur. Tu verrais plus en deux mots Cherki titulaire et Foden en sortie de banc. Oui, 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 oui. Bah, pour moi, oui, c'est le. Enfin, faut quand même se rappeler que, enfin, je trouve en tout cas que Guardiola a trouvé son quatuor offensif depuis plusieurs matchs, depuis la double confrontation face au Real. Il aligne toujours les mêmes, hein. Haaland, Doku à gauche, Semenyo à droite, Cherki en soutien dans l'axe et honnêtement ça marche. Enfin, je veux dire, depuis cette double confrontation face au Real, c'est les deux dernières défaites de City. Il y a eu que ce nul face à Everton dans un match fou. Mais sinon, il n'y a eu aucun accro que 10 victoires depuis mi-mars. Donc, Attention de pas se laisser enfin, embarquer comme face à Everton. Ça ressemble quand même à ce type de match. oui, ça peut ressembler, c'est sûr. Mais je veux dire, ça a apporté quand même suffisamment de garanties pour se dire que enfin, il n'y a pas besoin, je trouve, de changer. Après, Guardiola, il peut nous sortir encore quelque chose du chapeau, on ne sait pas, hein. Mais je suis d'accord que Foden peut avoir un impact sur ce match parce que il est capable d'avoir des éclairs de génie et d'apporter quelque chose. Mais je le vois plus, enfin, en tout cas, ça me paraît plus logique de le voir débuter la rencontre sur le banc et de le voir sortir de banc et apporter un petit grain de folie dans les toutes dernières minutes. Et voilà. Mais ça me semble plus sûr de voir débuter quand même Cherki. Réponse mardi au Vitality Stadium où Andoni Iraola, le coach de Bournemouth, jouera son dernier match en tant que numéro 1 sur le banc des Cherries. C'est un dernier match plus qu'important parce que Bournemouth est bien dans la course à l'Europe. Pas encore assuré, mais pas loin hein, encore. Quelles sont les clés là, pour aller jouer un mauvais tour à City? Est-ce qu'il y a déjà des facteurs pour Andoni Iraola pour aller piéger City, au moins récupérer un point?
Oui, oui, il y a plusieurs facteurs. Je pense que l'arme de Bournemouth, quand même, enfin, capacité offensive à être très dangereux. Et surtout face à une défense de City qui, des fois, peut prendre l'eau, comme ce qu'on a vu face à Everton. Je pense qu'il faut qu'il s'appuie sur ce match face à Everton, hein. D'ailleurs, tu le rappelais, mais c'est un très bel exemple. Et je pense qu'en transition, en contre aussi, s'ils tiennent défensivement avec une bonne ossature, il va falloir museler, si Cherki est titulaire, museler Cherki. Si vous coupez un peu tous ces relais-là, entre Cherki, Haaland, Doku aussi, parce que Doku, ça reste quand même le joueur le plus dangereux de City sur cette saison. Mais en contre, je pense qu'en contre-attaque, ils peuvent être très très dangereux. Je pense pas qu'il faut tenter de prendre le jeu à son compte non plus face à City. Enfin, ça peut être une option, hein, mais c'est ambitieux, c'est pas sûr que ça marche. Mais en tout cas, je pense que défensivement, City est un petit peu fébrile quand même par moment. Et sur ce match-là, face à des attaquants comme Ryan ou Junior Kroupi, ça peut leur poser beaucoup de problèmes. Donc ça serait une superbe fin, hein, franchement, de Iraola sur le banc de Bournemouth à domicile après 3 saisons de haute volée. Franchement, ça serait une magnifique conclusion pour lui. Et sur ce côté gauche aussi, là, de Bournemouth, c'est vrai que ce côté gauche aussi très remuant avec Adrien Truffert et Marcus Tavernier. Marcus Tavernier dont on a moins parlé parce qu'à côté il a Ryan et Junior Kroupi qui attirent toute la lumière, mais moi, je pense que justement, on parlait de ce match face à Everton. Souvenez-vous de Matheus Nunes, puis même depuis le début de la saison, même depuis la saison dernière, Matheus Nunes en arrière droit, c'est pas l'assurance tout risque, et là, il peut peut-être un peu prendre l'eau face au côté gauche de Bournemouth, mais bon. Je trouve Va plus falloir que Antoine Semenyo Semenyo, défende c'est-à-dire et il ne sait pas couvre le plus aussi avoir cet des efforts axe-droit. défensifs, je trouve, Semenyo. Ouais, il va falloir qu'il vraiment vienne prêter main forte à son latéral parce que, à mon avis, il va en avoir besoin Après, le je sais qu'il connaît mardi. très bien son vis-à-vis. Ah, ça, on peut pas le mieux le connaître a priori. Euh, Hugo, un petit point rapide sur Arsenal parce qu'on est obligé quand même de parler du leader parce que il reste 2 matchs pour aller chercher ce titre 22 ans plus tard. Arsenal affrontera Burnley lundi à 21h. Ouais, ça semble être la formalité, mais attention, on a vu que Manchester City ne s'est imposé que 1-0 face à Burnley. Ils viennent d'arracher un nul face à Aston Villa, donc attention quand même si Leeds s'était à domicile imposé 3-1. C'est surtout chez eux qu'ils sont un peu compliqués à manœuvrer les Clarets and Blue, mais là franchement, à l'extérieur, ils ont quand même montré beaucoup plus de faiblesse. Est-ce qu'on aura le dernier acte de Kyle Walker en faveur de Man City? Je ne sais pas, mais, mais voilà, je pense que pour Arsenal, en fait, doit, Arsenal doit prendre ce match sans trop de pression parce que c'est une équipe qui est largement à leur portée et il faut pas prendre ça. Il faut pas le prendre par-dessus la jambe non plus, mais il faut jouer un peu relâché pour les Gunners. Ce sera donc lundi à 21h. Et dernier match de cette preview, messieurs. Petit focus quand même sur ce Aston Villa-Liverpool parce que l'affiche, en tout cas en termes de classement, c'est la plus sympa du week-end puisque c'est le 4e contre le 5e. Ces deux équipes qui peuvent valider leur billet en Ligue des Champions ce week-end, officiellement, même s'ils n'en sont plus très loin. Et ce sera déjà dès ce soir à 21h en ouverture de la 37e journée de Première Ligue. Et alors, c'est la question que j'ai envie de te poser, Valentin, c'est un peu le contre-pied justement. Parce que l'affiche sur le papier, elle est belle, elle est très très belle. Mais est-ce que les deux équipes ne vont pas être tentées de la jouer plus prudemment? Parce que s'il y a match nul entre Aston Villa et Liverpool, du moment où Bournemouth ne gagne pas, les deux équipes sont qualifiées en Ligue des Champions, à coup sûr. On peut se dire quand même que, évidemment, l'exploit, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, est possible pour Bournemouth. Mais on peut se dire aussi que Manchester City va avoir envie de poursuivre sa quête de titre. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas tenter de jouer prudemment les Villains et les Reds ce soir, Val? Un des facteurs clés, je pense, c'est que cette rencontre se joue à Villa Park. Si ça se joue à Anfield, je pense que Liverpool, du point de vue du contexte, de la saison, des supporters, euh, voilà, se verrait dans l'obligation de jouer un gros match et de jouer le coup à 100% et pourrait pas se contenter juste d'un nul, entre guillemets. Là, c'est à Villa Park. Aston Villa finit la saison
bah, voilà, d'une manière un peu plus timide en première ligue, même s'ils ont encore une finale hein, à jouer, une finale d'Europa League. Donc on sent que bon, voilà, c'est un peu moins la priorité maintenant qu'en plus, tu l'as dit, ils sont plus ou moins qualifiés, même si c'est pas encore officiel, ça semble très bien parti. Et donc, oui, donc c'est possible que Aston Villa ne pousse pas outre mesure, que Liverpool, vu qu'ils sont à l'extérieur, ne se sentent pas non plus dans le besoin de pousser outre mesure. Il faut rappeler aussi que les 2 équipes restent sur 2 matchs nuls, hein, sur la dernière rencontre en première ligue. Liverpool face à Chelsea, c'est pareil, c'était un nul insipide, donc et pourtant Tellement c'était à compliqué. Anfield en plus. Donc vous allez me dire, mon argument premier n'est même pas. Mais et Aston Villa, c'était à Burnley, donc c'est pareil, Burnley 19e de Première Ligue, qui est déjà relégué depuis plusieurs journées. Donc oui, sur le papier, on se dit, c'est peut-être pas le match qui va être le plus emballant. Un petit 0-0, c'est voilà, on va arriver sur la Coupe du Monde au mois de juillet. C'est, vous savez, ce fameux troisième match de phase de poule ou un petit match Magic nul, ça Coiffeur. arrange les deux équipes pour être qualifiées. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, après, j'espère qu'ils vont nous faire mentir quand même. Hein. Si on a le 0-0 sur Bournemouth Man City et le 4-3 sur Villa, sur Liverpool Villa Liverpool pardon, je saurais te le rappeler mon Val. Attention France-Danemark quand même. Oh non, non, il n'y en aura pas cette année malheureusement. 59 points donc pour Liverpool et Aston Villa, à 4 points d'avance sur Bournemouth avant cette 37e journée de Première Ligue. La capsule sur les réseaux de tempo concernant les spots européens, combien il y aura d'équipes européennes en Première Ligue la saison prochaine, qui jouera quoi. Ce sera la semaine prochaine, on vous avait parlé de fin de semaine, mais avec la finale de FA Cup, on va vous éviter tous les scénarios annexes de la finale de FA Cup, comme ça ce sera plus clair en fonction du résultat des finales de Coupe d'Europe qui concernent Aston Villa en Ligue Europa et Crystal Palace en Ligue Europa Conférence. Hugo, 2 équipes donc qui se retrouvent avec le même bilan, 59 points, le même bilan. La saison n'est... Alors, on a pas mal critiqué Villa parce que ça a été des montagnes russes. On a aussi pas mal critiqué Liverpool parce qu'on en attendait beaucoup mieux. Au final, le bilan est le même, mais ce ne sont pas les mêmes satisfactions, en tout cas des deux côtés. Non, pas du tout. Du côté de Villa, là, on restait sur une frustration énorme d'avoir manqué la Ligue des Champions la dernière journée à Old Trafford la saison dernière. Parce que je pense que voilà, on parlait de mérite sportif pour West Ham. Je pense que l'année dernière, sportivement, Aston Villa méritait une place en Ligue des Champions et avait été la perdre face à un Manchester United qui n'est plus rien à jouer, qui était 15e de Première Ligue. Donc c'était assez décevant pour les Villans. Donc je pense que pour cette année, accrocher une place en Ligue des Champions, c'est la première satisfaction. Si en plus il y a cette victoire en Europa League en finale face à Fribourg, ce sera une saison plus que réussie pour les Villans. Pour Liverpool, quand vous êtes le champion en titre, que vous faites le plus grand mercato de votre histoire, que vous êtes l'un des clubs les plus dépensiers d'Europe, si ce n'est le plus dépensier d'Europe. En tout cas, en bilan, si on prend les achats et les reventes, je pense que c'était le plus gros déficit d'Europe. Finir 4e ou 5e, ça peut pas être satisfaisant. On l'avait dit, la qualité de Ligue des Champions, c'est vraiment service minimum. Je pense que ça s'accompagnera par une remise en question. Est-ce que ça viendra des joueurs, de l'encadrement, on le verra, on en rediscutera, mais je pense que du côté de Liverpool, on peut pas se montrer satisfait de cette saison, parce qu'en plus, à côté de ça, on a raté tous les autres objectifs, que ce soit les 2 cups, même en Ligue des Champions, où on a quand même été assez transparent, assez inexistant, on n'a pas su aller loin. Après, on est tombé, j'ai envie de dire, du mauvais côté du tableau. Mais j'ai envie de dire, ce tableau, il est décidé par la phase de poule. Ici, on est bon en phase de poule, généralement, on tombe du beau côté du tableau. Et ça n'a pas été le cas pour. On l'a vu, c'était le cas pour Arsenal, c'était le cas pour Barcelone, pour l'Atlético Madrid, qui avait bien joué en phase de poule. Donc ça n'a pas été le cas pour Liverpool, qui pourra quand même se féliciter de quelques satisfactions au niveau sportif. Je pense qu'Hugo Ekitike est une grande satisfaction, qui Ouais, arrive bah à avec voir beaucoup quand il va d'incertitudes. revenir maintenant. Ouais. C'est un peu ça le problème, mais je pense que c'est un des transferts qui avait le plus d'incertitudes, comparé à Alexander Isak ou Florian Wirtz, par exemple, et qui en apporte le plus, qui apporte le plus de satisfaction. Donc je pense que de ce côté-là, tout n'est pas acheté du côté de Liverpool, mais il y aura forcément une frustration à la sortie de cette saison.
C'est ce milieu de saison complètement gâché, cet énorme trou d'air qui les a un peu plombés, que ce soit dans toutes les compétitions, enfin, bon, ça les a plombés dans les 4 compétitions. Ouais, il restera un goût amer, je pense, cette saison, malgré la qualification en Ligue des Champions. Si elle est au bout, on avait parlé d'un scénario éventuellement fou, même si j'y crois quand même que moyennement, mais si la Ligue des Champions est assurée, il restera quand même ce goût amer. Bon, en tout cas, ce sera, ce sera le plus gros point de ce week-end. C'est pour les deux équipes, une victoire qualifiée en Ligue des Champions et un nul. Potentiellement aussi, on en reparlera évidemment dès le débrief. Bon, la liaison était un petit peu difficile, Hugo, depuis ton habitacle, mais on a bien tout saisi pour ce Liverpool-Villa. Ce Villa-Liverpool, pardon. Valentin, un point sur Arne Slot avant de se quitter, parce que l'entraîneur néerlandais est bien parti pour rester après cette saison, et malgré les critiques de certains supporters, notamment. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre dans la presse en disant qu'il se voit à Liverpool l'an prochain, qu'il a l'air d'être toujours soutenu par son board. Et c'est vrai que c'est en ce sens-là qu'on peut imaginer qu'il a quand même de bonnes chances de rester. C'est vrai que le groupe propriétaire de Liverpool depuis 2010, Fenway Sports Group, est plutôt dans sa politique conservateur, on va dire, en tout cas reste fidèle, on va dire, à ses entraîneurs et leur donne quand même beaucoup de chance, même s'il y a des saisons plutôt compliquées. On peut penser d'ailleurs à 2015 avec Brendan Rodgers qui était sur une série très difficile en 2015 et finalement il y avait une défaite 6-1 contre Stoke à la fin de la saison. Je m'en souvenais pas, mais c'était dans un article du Télégraphe où voilà. Donc c'était quand même compliqué. Les supporters poussaient aussi pour que Brendan Rodgers parte, un peu comme cette saison finalement face à Arne Slot où il a été encore sifflé à l'issue du nul face à Chelsea. Mais à l'époque, en 2015, Brendan Rodgers avait été maintenu durant l'été. Bon, quelques mois plus tard, ça en était terminé dès le mois d'octobre parce qu'il y avait une très mauvaise série. Mais voilà, on peut élargir même au baseball parce que c'est vrai que le board de Liverpool a aussi des clubs de baseball, dirige aussi des clubs de baseball, notamment le Boston. Et c'est vrai que pas plus loin que la saison dernière, ils ont connu une saison compliquée, ils ont quand même maintenu leur entraîneur et aussi au début de la saison, ils l'ont finalement remercié parce que ils étaient là aussi sur une très mauvaise série. Donc je savais pas que t'étais un expert MLB, Valentin. Non, alors je suis pas un expert, c'est juste j'ai lu ça donc sur un article du Télégraphe et donc j'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, c'est sur la vision à long terme du groupe. C'est vrai qu'ils sont plutôt de nature à être fidèles avec leurs entraîneurs, même si fidèles durant l'été, peut-être pas à l'automne. Donc pour Arne Slot, peut-être que ça sentirait bon pour cet été. Mais en tout cas, il n'y aurait pas le droit à l'erreur dès le début de la saison prochaine. Et ça va être intéressant de voir la décision. En tout cas, il y a quand même une grosse pression de la part des supporters. Donc si on lui accorde une deuxième chance du côté du board, va falloir qu'il la saisisse. Après, évidemment, ça reste, c'est du business aujourd'hui, le sport, le sport en général, et le foot, encore plus le foot anglais. N'oublions pas non plus aussi ce contexte, évidemment, très difficile pour Liverpool avec la perte de Diogo Jota qui a aussi beaucoup joué. On entend toujours, et ça donne toujours autant les frissons, cette minute d'applaudissement à la 20e minute à Anfield. Elle est vraiment, c'est vraiment très poignant. Et le contexte n'a pas aidé, évidemment, Liverpool. Avec cette perte tragique de Diogo Jota. Et puis, ce qui est sûr, c'est que cet été, il y aura une grosse page qui va se tourner avec le départ de Mo Salah, toute une génération. Donc, ça va falloir rebondir. Voilà, ce sera tout l'enjeu aussi de la saison qui arrive pour les Reds. Messieurs, la suite de la programmation de cette 37e journée de Première Ligue. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, la 38e journée, Hugo, je te le confirme, c'est bien le multiplex du dimanche à 17h. Donc on aura tous les matchs en même temps. Pour ce week-end, donc, il y aura une journée étalée de vendredi à mardi, finale de FA Cup oblige, pas de match le samedi donc. Dimanche, on aura aussi un Man United Nottingham Forest, un Brentford Crystal Palace, un Everton Sunderland et un Leeds Brighton pour le Super Sunday.
Wolves-Fulham également, je n'ai pas oublié Wolverhampton face à Fulham. Et Newcastle-West Ham à 18h30. Et puis donc Arsenal-Burnley lundi. Et puis City et Chelsea qui retrouveront les pelouses mardi à Bournemouth et contre Tottenham. Voilà messieurs pour cette 37e journée de championnat. La programmation est alléchante. Moi j'ai hâte de voir notamment ce Bournemouth City en espérant que ton prono soit bon Valentin. Enfin avec autant de buts au moins. Après le vainqueur peu importe. Merci messieurs, je vous souhaite un très bon week-end de foot. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le débrief. Salut à tous. Salut, ciao ciao. À la semaine prochaine, ciao ciao.